Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre. Une heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité avec Factuel.media. Une heure aussi pour parler librement avec Jean-Marie Bordry. Absolument, parlons vrai sur Sud Radio. Également avec nous aujourd'hui Nora Bussigny, journaliste à Factuel. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Et Simon Mousse, influenceur politique qui est très actif dans la défense d'Israël. Vous êtes fondateur du média digital In+. Et nous sommes en ligne avec Kamil Abderrahman, journaliste, animateur sur le média de Salade Tomate Oignon, un influenceur aussi actif dans la défense lui plutôt de la Palestine. Bonjour donc à tous. Ensemble, nous allons parler du boycott d'Israël voulu par une partie de la gauche et certains influenceurs. Témoin cette semaine le succès grandissant que vous avez révélé, Nora Bussigny, d'une application qui s'appelle Boycott X. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du succès écrasant de Trump lors des élections primaires républicaines dans l'Iowa. Nous allons nous interroger sur qui peut encore empêcher le retour de Trump à la Maison-Blanche en novembre prochain. Mais tout de suite, revenons à ce début de semaine. Lundi, Factuel révélait qu'une application Boycott X avait été lancée par un jeune développeur français et sous couvert de proposer aux utilisateurs de consommer avec conscience lors de leur achat en magasin, cette application scrute les fabricants des produits scannés et en fait a un but, c'est aussi révéler la présence israélienne ou les bons rapports de la société fabricante avec Israël dans chaque produit. Nora. Oui, exactement. C'est une application qui a été lancée fin décembre. Elle a été créée par un jeune développeur qui s'appelle Shedi El Taba, qui propose de manière tout à fait innocente de justement, comme vous le disiez, consommer avec conscience. Donc effectivement, on retrouve 3 onglets sur cette application, droits humains, environnement et animaux. Oui, c'est ça. Cette application propose de boycotter aussi la maltraitance animale. Exactement. Sauf qu'initialement, quand on va dans l'onglet droits humains, alors depuis notre cher Shedi El Taba, que je salue, a fait des mises à jour, parce qu'en tout cas à partir de 18h30 lundi, avant que je passe sur les 24 News, il y avait pas grand chose sur d'autres marques qui ne concernaient pas Israël. Depuis, il a fait des ajouts. Donc voilà, c'est une app. Enfin, quand on allait dans l'onglet droits humains, on se rendait compte que dès qu'on scannait en faisant nos courses, eh bien, il était reproché à des marques d'avoir un lien de près ou de loin, flou ou non, avec Israël. Alors, je voudrais vous poser une question, Nora, quand même. Comment vous êtes venue à vous intéresser à cette application? Parce que elle n'est pas très connue non plus. Non, pas encore. Alors, elle a quand même un franc succès. Elle s'est classée numéro 6 des plus utilitaires sur l'Apple Store. Les plus téléchargés, quoi. Pardon ? Numéro 6 des plus téléchargés sur Apple Store. C'est marqué utilitaire, donc je pourrais pas dire. En tout cas, je sais qu'elle a été téléchargée, en tout cas à l'époque, plus de 10 000 fois. Maintenant, ça a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui laissent leurs avis. Je suis tombée sur cette application parce que le rappeur Sadek, très ouvertement antisioniste, a fait la publicité de cette application pour ses quasiment un demi-million d'abonnés en disant que boycotter Israël n'a jamais été aussi simple. C'est ça. Exactement, sur TikTok, sur X, anciennement Twitter aussi. Soyons très concrets pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on apprend, par exemple, en scannant une bouteille de cola, dont je cite pas la marque précise, mais tout le monde comprend. Par exemple, qu'est-ce qu'on apprend? Je me mets dessus en direct avec vous. On apprend justement pour Coca-Cola. Elle est là. Ah bah, vous l'avez dit. Voilà, on peut dire aussi Pepsi Cola. X-Cola. On apprend que le Parlement turc interdit Coca-Cola en raison du soutien d'Israël. Voilà, donc elle est dans les applis à boycotter. Et aussi, il y a des motifs un peu plus fallacieux, je trouve, puisque par exemple, pour la marque de Kim Kardashian, Skims, elle est à boycotter. Pourquoi ? Parce que Kim Kardashian a partagé un message à ses amis juifs, entre guillemets, condamnant l'opération du 7 octobre, mais n'a pas condamné Israël pour son génocide de Gaza. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit aussi quand on scanne une bouteille d'eau minérale? Je pense à une célèbre eau qui pétille. Eh bien, alors je vais pas dire les marques non plus, mais dans les motifs qui sont repris pour de nombreuses marques, notamment de l'eau, eh bien, c'est que par exemple, elles peuvent se trouver, dans les termes employés, sur des territoires de la Palestine occupée. C'est vraiment les termes qui sont employés dans l'application. Voilà, exactement. Et pour les burgers, vous voyez, j'essaye de bien rendre les choses concrètes. McDo, Burger King, on en connaît d'autres également. Qu'est-ce qu'on découvre? Ah oui, alors justement, ils n'étaient même pas au courant quand j'ai eu, pour une enseigne KFC en l'occurrence au téléphone, on leur reproche, par exemple, pour certaines enseignes de fast-food, que leur enseigne, leur branche israélienne, a nourri des soldats de Tsahal, et ils
l'ont constaté sur des posts Instagram. C'est la même chose qui est reprochée à l'enseigne de magasins Carrefour. Dans un post Instagram, les sources sont souvent aussi très floues et très biaisées. D'accord. Est-ce que cette application s'attaque à des produits, on va dire, un peu plus luxueux aussi, ou c'est que des produits de consommation? Oui, bien sûr. Alors, il a vraiment quelqu'un qui semble ne pas trop apprécier, c'est monsieur Bernard Arnault et tout le groupe LVMH, qui il reproche aussi de financer Israël par les choix qu'il fait, les investissements qu'il fait, les startups qu'il financerait. Voilà. D'accord. Alors, parlons un peu du profil de ce développeur qui a lancé cette application. Il est très jeune, hein, il a 26 ans, très engagé aussi. Oui. Et vous aviez dit qu'il s'appelait Chedi El Tabah. Et c'est quoi son profil pour mieux comprendre? Chedi El Tabah, c'est un très jeune développeur qui a fait une école française. Enfin, voilà, il a fait une école française de développement et de création d'applications en ligne. Il s'est fait la main en travaillant sur plusieurs applications de développement d'applications sur des Apple Store, sur des Google Store. Et à côté, en parallèle, semblerait-il qu'il soit également livreur de nourriture à domicile. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, ça l'était il y a quelques temps. Alors, je voudrais demander à notre Camille Abderrahmane, journaliste, je rappelle, qui est animateur sur Le Média, dans l'émission Tomate Oignon, Salade Tomate Oignon. Je voudrais tout simplement lui demander, est-ce que il avait entendu parler de cette application et qu'est-ce qu'il en pense? Alors, j'ai entendu parler de cette application et je pense que cette application répond tout simplement à une demande, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de la part de plusieurs citoyens, que ce soit en France ou ailleurs, de participer à ce soutien aux Palestiniens. Et bien sûr qu'on sait que aujourd'hui, dans un monde qui est tenu par le capitalisme, essayer de militer ou de lutter par nos achats, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, qui est accessible à tous, comme je viens de le dire. Donc, je comprends. Je n'ai pas encore bien étudié l'application pour me prononcer dessus, parce que voilà, il y a des motifs qui sont plus ou moins, entre guillemets, qui peuvent plus ou moins être soutenus. Mais la démarche, je l'entends, et dans sa thématique générale, je la soutiens. Ah, d'accord. Alors, Simon Mousse, vous, j'imagine que ça a dû vous faire réagir, cette application BoycottX. Qu'est-ce que vous en dites ? Eh ben, j'en dis que, comme d'habitude, c'est toujours sous couvert des droits de l'homme et de la conscience de l'achat éthique qu'on a un objectif, c'est l'obsession de la diabolisation d'Israël. Moi, j'ai fait le test, j'ai téléchargé cette application et j'ai essayé de scanner des marques chinoises. La Chine qui est quand même un pays peu réputé pour son respect des droits de l'homme, ouais. Et notamment pour son génocide qu'il commet à l'encontre de la population musulmane des Ouïghours. Exact. Et alors, ça a flashé, l'application l'a détecté, mais pourquoi il l'a détecté ? Parce que l'entreprise chinoise avait des liens avec Israël. Ça n'était pas à cause du bilan chinois en matière des droits de l'homme, mais c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, relié à Israël. Donc je pense que cette application, déjà c'est de la publicité mensongère, parce qu'elle dit acheter avec conscience, sauf que la seule conscience de cette application, c'est l'obsession pour le seul État juif au monde, l'État d'Israël. Peut-être juste une dernière question pour Nora Bussini avant que vous nous quittiez. Qui est-ce qui choisit les mentions sur telle ou telle marque ? Est-ce que c'est le développeur qui lui-même écrit telle marque à tel soutien ou fait ceci, cela en Israël, ou est-ce que au contraire sont les utilisateurs qui ajoutent au fait je pense que cette marque fait ceci ? Alors c'est les deux. Lui il l'a lancé alors tout seul, je ne sais pas, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais il dit être ravi parce qu'il a plus de 1000 utilisateurs par jour qui lui donnent de nouvelles enseignes, de nouvelles marques à boycotter. Donc c'est un outil coopératif. Oui, participatif même d'ailleurs. Mais rappelons quand même que, alors moi je me suis entretenue pour Factuel, ça va sortir la semaine prochaine avec un avocat spécialisé qui me confirme que l'appel au boycott et le boycott sont illégaux en France, hein. Quoi qu'on en dise. Alors eux, ils se défendent, on dit qu'il s'agit de liberté d'expression, mais dans l'État, l'application telle qu'elle est, visiblement non, ça ne serait pas légal. Alors moi, je me prononce pas, on verra ce que les marques vont faire. Camille. Non, légalement, l'appel au boycott est autorisé, justement. Il y avait une affaire avec le collectif BDS qui a récemment
gagné. 17 octobre 2023, en effet, mais depuis, ça a été vu que justement dans la jurisprudence, ça n'a pas été dit au cas par cas, et en l'occurrence, dans ce cas-là, ça ne tombe pas, ça tombe bien sous le coup de l'appel au boycott et le boycott. Et on vient d'avoir la mise à jour ce matin, justement, par les avocats. Alors, on va laisser le débat juridique. On va laisser de côté, si vous voulez bien, le débat juridique. Parlons plutôt de. Oui, bien sûr, ce sera la justice de trancher. En tout cas, les avocats, en se tenant compte de ça, ils ont pu nous montrer. Alors, je voudrais revenir, pardonnez-moi, mais je voudrais revenir sur ce que disait Simon Moss. Quand il dit cette application, elle renseigne sur les rapports entre les sociétés et l'État d'Israël, mais en revanche, sur la Chine, pas un mot. Est-ce que vous trouvez sur que la ce Turquie, deux poids... sur l'Algérie, sur la est-ce Syrie, que vous trouvez, sur le Yémen Camille, que ce deux poids deux mesures n'est pas quand même un peu le reflet d'une forme d'obsession anti-israélienne? Non, mais ce discours-là, on le connaît. Voilà, on veut toujours ramener les actions qui sont faites contre Israël à l'antisémitisme, alors que c'est totalement infondé. Aujourd'hui, il y a une guerre que peut-être Simon ne voit pas. Il y a des personnes qui se font massacrer. Tout le monde est sensible à la cause palestinienne, et je suis très content qu'il parle des Ouïghours, qu'il faut aussi soutenir et qu'il faut dénoncer, mais ce n'est pas parce qu'il y a des Chinois qui commettent des exactions contre une partie de sa population en raison de leur religion qu'on doit oublier ou qu'on doit ne pas parler d'autres discriminations qui sont subies. Et puis, ce qui se passe sur le peuple palestinien actuellement, si la qualification de génocide n'est pas encore retenue, en tout cas elle n'est pas encore officielle, il y a des massacres qu'on peut voir tous les jours. On est lui et moi, et vous, journalistes, je crois, juste continue. Attendez une toute petite seconde. On va se retrouver. On va se retrouver dans un instant. On est obligé de lâcher l'antenne un court instant. On se retrouve pour continuer à débattre. On va se demander si ce boycott d'Israël est bien légitime et si cette application est légale. Et à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage de l'actualité. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry, Simon Moss, influenceur très actif dans la défense d'Israël, et nous sommes en ligne avec Kamil Abderrahman, journaliste, animateur sur le média et très actif, lui, du côté palestinien. Alors nous parlons de cette fameuse application BoycottX qui donne des informations sur la nature des relations que les sociétés françaises, fabricantes, mais aussi internationales, entretiennent avec l'État d'Israël. Nous étions en ligne avec vous, Kamil Abderrahman, et je voulais vous entendre, puisque je vous ai interrompu juste avant. Vous dites finalement, il y a une guerre, il est normal de s'indigner dans cette guerre, et finalement, ceux qui trouvent que l'on dénonce que Israël, nous font le coup de l'antisémitisme, etc. Et vous ne souscrivez pas à ces arguments, c'est bien ça ? Bien sûr, et à partir du moment où on soutient les Palestiniens, on dénonce les massacres qui sont commis sur ce peuple, on n'entend pas le fait qu'on dénonce aussi ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui est arrivé le 7 octobre, c'était horrible. Personne ne peut soutenir cette forme-là, même si elle se désigne comme être une forme de résistance. Mais pour revenir justement à ce qui se passe en Palestine, je voulais rappeler que on est tous un peu journalistes ici. Depuis le 7 octobre, il y a plus de 100 journalistes qui sont morts, c'est-à-dire plus d'un par jour. Je ne comprends même pas qu'on n'arrive pas à tous dénoncer cette chose-là. Je rappelle, on parle de 250 morts par jour depuis à peu près une centaine de jours. Il faut peut-être dire d'ailleurs un mot sur ces chiffres, mais Simon Moss, vous vouliez intervenir. Je voulais d'abord répondre à l'engagement de Kamil pour les Arabes palestiniens qui, lui, rejettent l'accusation de la haine des Juifs. Très bien, maintenant, moi, j'ai fait quelques recherches, Kamil, et sur ton compte Twitter, et il s'avère, en fait, que depuis que tu as Twitter, tu as consacré 2 tweets à la Syrie, 1 tweet de condamnation de l'agression russe en Ukraine, 3 sur le génocide des Ouïghours, et combien contre Israël ? 370. Tu as consacré, Kamil, 92% de tes tweets qui portent sur les crises humanitaires et militaires dans le monde au seul et microscopique État juif. Donc,
Si un extraterrestre n'avait comme lecture que tes tweets, Camille, et ceux de la France Insoumise aussi... Alors oui, parce que j'ai envie de dire, attendez, Camille va vous répondre, mais je voudrais dire et préciser aux auditeurs qu'on a une longue liste de personnalités politiques invitées qui n'ont pas voulu venir finalement. J'ai personnellement, par exemple, contacté Thomas Porte, Daniel Simonet, Aymeric Caron, Fabien Gay. Et est-ce que vous avez une idée, pourquoi est-ce que ces personnalités proches de LFI ne sont pas à l'aise avec un débat sur ce sujet ? Parce que c'est toujours plus facile de propager ce qu'on appelle une propagande de manière verticale et sans contradiction que de voir croiser le fer finalement avec un contradicteur qui mettra évidemment ce discours-là à mal. Je veux juste finir sur l'engagement et sur la disproportion, l'obsession de Camille pour les Arabes palestiniens, qui n'est pas d'ailleurs une obsession pour les Arabes palestiniens, mais une détestation d'Israël. Si un extraterrestre arrivait sur Terre et n'avait à lire que vos tweets, Camille, eh bien, il serait légitimement porté à croire que le problème suprême de notre planète, c'est le petit État juif qui correspond à 0,01% de la population mondiale. Donc moi, j'ai une question pour Camille. Est-ce que pour vous, Camille, Israël est le coupable du désordre mondial principal ? Alors, Camille, on vous écoute. Franchement, je suis très honoré de cette étude sur mon compte Instagram. Je pensais pas enfin, sur mon compte Twitter, je pensais pas que je méritais... Vous allez avoir des followers, en tout cas. Hein. Non, mais pour vous la faire rapide, ça fait pas très longtemps que j'utilise Twitter. Moi, j'étais plus sur Instagram. Ça doit faire un an et demi que j'utilise Twitter. Donc, bien sûr que si on suit la chronologie de ces dernières... Il y a des tweets qui datent de 2018. Des derniers conflits qu'il y a pu avoir. Donc oui, bien sûr que je suis beaucoup plus actif ces derniers temps parce que j'ai aussi beaucoup plus d'abonnés et de followers, donc je sais que mes tweets vont beaucoup plus peser. Mais pourquoi zéro tweet sur Bachar el-Assad ? Il a massacré des centaines de milliers d'Arabes. Non mais je pense... Pourquoi 370 tweets contre Israël ? Non mais il faut juste que tu m'expliques. Le problème pourquoi aucun... Alors, pardon Camille, excusez-moi, j'interromps aussi, s'il vous plaît, Simon. Je voudrais savoir pourquoi pas un seul tweet pour dénoncer Bachar el-Assad, effectivement. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est totalement faux. Et moi, à la différence de lui, je ne fais pas d'attaque ad hominem, c'est-à-dire que moi, je m'en fous de ce qu'il tweet. Lui, il passe la journée à tweeter sur Israël. On pourrait faire exactement le même constat de son côté, mais je pense que c'est pas intéressant. Il essaye de déplacer la discussion pour la mettre sur moi et non pas sur la situation. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire 300 tweets sur des gens qui sont en train d'être massacrés. C'est totalement ridicule. C'est juste essayer de déplacer, de contourner l'attention sur autre chose que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le massacre des Palestiniens. Bachar el-Assad, c'est un barbare meurtrier que j'ai toujours dénoncé. Je pense qu'on peut retrouver plusieurs tweets ou plusieurs stories, que ce soit sur Instagram. Je pense que j'étais beaucoup plus actif sur Instagram à l'époque. Oui. Donc non, mais il n'est pas trop tard pour faire des tweets. Non, mais Camille, 92% de tes tweets sont consacrés à la diabolisation d'Israël. 92%, on ne parle pas de 10%. Bon, ceci étant, pardonnez-moi, Simon. Mais tu dis n'importe quoi. Essayons de ne pas... Si vous allez sur mon profil... Non mais attendez, excusez-moi. Parce qu'il dit vraiment, il dit tellement de conneries. Si vous allez sur mon profil, vous allez voir qu'il y a peut-être 2000 ou 3000 ou 5000 tweets. Moi-même, je ne le sais pas. Donc 300 sur 5000, on n'est pas du tout à 90%. Je parlais des tweets qui avaient trait à l'actualité internationale et tu m'as très bien compris. Non mais comme si les tweets dont tu parlais étaient vérifiables et factuels. Excuse-moi Simon, quand toi tu vas interviewer des gamins de 12 ans dans la rue, c'est bien la preuve de 5 ans même, non ? Tu veux t'attaquer aux gens et non pas au problème. On va pas vous mettre d'accord sur le compte Twitter. Des gens qui soutiennent la guerre et les crimes qui sont perpétrés contre le peuple israélien ne sont pas entendus. La preuve, tu fais des millions de vues, tu as à peine 10 000 abonnés. Personne ne te soutient. On va pas compter les réseaux sociaux des uns et des autres. Si vous voulez bien, Camille Abderrahmane. Parce que tu nous fais rire, c'est tout. Vous ferez rire une autre fois. Camille Abderrahmane et Simon Mosmois, ce que je vous propose, c'est de vous poser une question en toute bonne foi, et pour le coup sans le moindre parti pris. On a grandi dans le même pays, on a l'habitude de voir des manifestations en lien avec le conflit au Proche-Orient, et ce depuis des années. C'était le cas dans mon lycée aussi. Et c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait pour le coup, et sans le moindre sous-entendu dans ma question, Camille Abderrahmane, je poserai la même question à Simon Mos après. Qu'est-ce qui fait que
ce qui se déroule par exemple au Xinjiang depuis des années avec des déportations, on parle parfois même de stérilisation forcée aux mains d'une dictature, en tout cas sous les ordres d'une dictature, et une colonisation qui de facto a lieu, ça n'envoie pas des centaines de milliers de manifestants dans les rues, que ce soit en France, en Angleterre, en Europe ou aux États-Unis, alors même que le conflit au Proche-Orient, pour le coup, enflamme toujours les débats. Ça, c'est une réalité, et d'ailleurs de part et d'autre, Camille Abderrahmane. Je pense que c'est l'impunité qu'il y a face à ces crimes, l'impunité d'Israël qui ne respecte aucune convention internationale, qui s'octroie le droit de désigner comme capitale Jérusalem, qui s'octroie le droit de coloniser des territoires et une population. Et il y a un lien très simple, c'est que les enfants d'immigrés comme moi, qui suis d'origine algérienne, moi je fais un parallèle avec ce qui s'est passé en Algérie. Aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, c'est comme si le colonialisme qui a perduré pendant des dizaines d'années en Algérie perdurait. Et tout le monde s'insurgerait face à cette situation. C'est un peu différent. Si vous le permettez, je vais user de mon autorité d'animateur juste pour vous dire que la France s'est invitée en Algérie en 1830, si mes souvenirs d'historiens sont exacts. Voilà. Je vous rappelle que le royaume, en revanche, de David remonte à 800 ans avant Jésus-Christ. C'était un royaume qui comprenait le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Ça, c'est un fait archéologique, du coup. Donc, on peut pas dire que les Israéliens n'ont rien à voir avec cette région, alors qu'on pourrait dire que les Français qui sont allés en Algérie en 1830 n'étaient pas véritablement de l'Hexagone. Surtout qu'il faut bien m'expliquer comment les Arabes sont arrivés en Afrique du Nord. Il y a 22 États arabes, il y a un pays juif. La Palestine, c'est la terre indigène des Juifs. Palestine, c'est un nom qui vient de l'hébreu. C'est pas pour rien. Et dans les années 30, attends, excuse-moi, je veux juste finir ça. Dans les années 30, c'est une religion, arabe, c'est une origine. Donc non, mais ça, c'est que tu n'as pas compris que les Juifs étaient un peuple, que Juif, en vieux français, ça veut dire judéen, soit les habitants de Judée. Et que quand tu dis que les Juifs colonisent la Palestine, tu dis que les Juifs colonisent la Judée, ce qui n'a aucun sens. Par contre, il va falloir m'expliquer comment les Arabes. Non, mais il va falloir m'expliquer comment les Arabes se sont trouvés au Liban, en Palestine. On va pas se crier dessus. Je veux juste pour déplacer toutes les populations de la terre. C'est n'importe quoi. Non, mais je veux juste quand même. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Bon, d'un mot, nous avons compris, Camille Abderrahmane, que vous soutenez cette initiative de boycott, avec l'utilisation de cette application. Évidemment, Simon Moss, vous trouvez cette application assez scandaleuse. J'imagine que je les encourage à boycotter. Je vais vous dire pourquoi. Ah bon, ça va vous surprendre et Camille, je pense que ça va te surprendre aussi. Parce que, vous voyez, c'est assez flatteur finalement. Mais j'ai envie que ceux qui boycottent Israël le fassent de manière cohérente et jusqu'au bout. Parce que si vous voulez vraiment boycotter Israël, vous allez boycotter les processeurs Intel, vous allez jeter à la poubelle la moitié de vos médicaments parce qu'ils sont produits par le groupe pharmaceutique Teva, vous allez jeter vos ordinateurs, vos iPhones, et vous allez faire... Et dans la voiture, il faudra éteindre Waze. Il faudra éteindre Waze, il faudra jeter vos téléphones, et en fait, finalement, c'est le plus grand service que vous rendez au peuple juif et à l'État d'Israël. Parce que vous allez vivre moins longtemps, moins bien et en moins bonne santé. Et malheureusement, je suis désolé Camille, mais malheureusement, nous, on n'a pas le luxe de boycotter les produits du Hamas et des groupes terroristes palestiniens, parce que depuis 100 ans, qu'est-ce qu'a produit l'idéologie, le militantisme anti-israélien, sinon le chaos, le terrorisme et la haine des Juifs? Qu'est-ce qu'on peut boycotter? C'est quoi l'invention de l'autre camp? Quel progrès vous avez apporté à l'humanité? On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. En tout cas, moi, je voudrais remercier quand même Camille Abderrahmane parce qu'il est courageux. C'est vrai. Il est venu sur cette antenne faire valoir son point de vue. C'est pas le cas des nombres importants de personnalités que j'avais personnellement invitées. Donc, merci Camille Abderrahmane. Puis à mon avis, vos échanges vont continuer sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent prolonger. Et puis ceux qui veulent lire l'article de Nora Bussigny, je vous engage à la retrouver sur factuel.media. Dans un instant, on change de sujet. Après le vote écrasant pour Donald Trump aux premières élections des primaires républicaines, on va se demander qui peut encore arrêter Donald Trump dans sa marche vers la Maison-Blanche. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h.
Bienvenue dans l'heure libre, nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry. Toujours présent. Tout à fait, avec 1 heure de débat en toute liberté. Nous ont rejoint Noémie Alouya, chef du service international de Factuel.media. Bonjour Noémie. Bonjour Stéphane. Également Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'IPSE, ancien rédacteur en chef de Spectacle du Monde, auteur du livre Cover Up aux éditions Confident. Bonjour. Et David Carsanti. Philippe, et non pas David, pardon. Philippe Carsanti, éditeur, engagé en politique aussi, on peut le dire. Vous avez été maire adjoint de Neuilly et vous portez la voix en France. Je suis porte-parole des Republicans in France. Exactement, voilà. Alors, on va parler de Donald Trump. Qui peut encore arrêter Donald Trump? C'est donc parti. Première étape des primaires républicaines, c'était en début de semaine. Donald Trump, dans l'Iowa, a fait plus de 51% des votes. L'ancien locataire de la Maison-Blanche a littéralement écrasé ses adversaires républicains, au point donc que nous demandons aujourd'hui qui pourrait encore se mettre sur sa route vers la Maison-Blanche en novembre prochain. Gérald Olivier, vous avez écrit en dépit de son statut de First in the Nation, c'est-à-dire d'État qui vote le premier, l'Iowa n'est pas forcément représentatif des États-Unis d'aujourd'hui. Sa population est de 3 millions d'habitants seulement, blanche à 92%. Donc est-ce que ce que l'on a vu, c'est pas finalement si fidèle que ce qui pourrait advenir dans les mois qui viennent? Non, l'Iowa c'est un État important parce que c'est celui qui vote en premier, donc il y a toujours un élément symbolique, ça donne l'élan dans le reste de la course, mais c'est vrai que c'est un État rural, c'est un État très très majoritairement blanc, c'est un État où les chrétiens évangélistes sont très présents et très puissants d'une certaine façon, c'est un État qui convient particulièrement à Donald Trump et c'est pour ça qu'il a marqué une victoire aussi écrasante. Maintenant, ce n'est pas un État qui représente l'ensemble des 50 États, ce n'est pas non plus... Nous parlons là actuellement d'une élection qui se situe dans le cadre des primaires républicaines. Tout à fait. Donc a priori, ce sont les républicains qui votent. Qui votent entre eux. Absolument, entre eux. Donc ce qui est sûr, c'est qu'au sein du camp républicain, pour moi, il n'y a pas d'alternative, il n'y a plus d'alternative à Donald Trump. Si vous le permettez, Gérald Olivier, on va quand même dire un mot de Ron DeSantis et de Nikki Haley, qui étaient les deux autres challengers de Trump. Et puis, on peut se demander si d'autres personnalités pourraient émerger, mais là, il semblerait que même ces deux personnalités-là sont clouées sur place, quoi. Non, au sein du camp républicain, je ne mise pas sur l'émergence de quelqu'un d'autre. Par contre, il y a eu 2 défis, il y en avait plus au départ, certains ont déjà abandonné avant même le premier vote, mais Nikki Haley, c'est l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, elle a été ambassadrice de l'ONU d'ailleurs du temps où Donald Trump était président, c'est une femme de qualité, elle est soutenue par ce qu'on appelle familièrement le complexe militaro-industriel, ce qui représente beaucoup d'argent et beaucoup d'influence aux États-Unis, et ce qui explique un petit peu, je dirais, sa réussite. Maintenant, sur le plan, je dirais, de la politique économique ou de la politique sociale, elle ne se différencie pas tant que cela de Donald Trump, et c'est pour ça qu'elle a eu du mal à creuser son propre sillon. Et c'est également vrai pour Ron DeSantis. Ron DeSantis, il est gouverneur de Floride, il a été réélu en 2022 avec une majorité écrasante à plus de 60% des voix. Il est très populaire dans son État. Il a particulièrement réussi sur le plan économique. Il est connu sur l'ensemble des États-Unis. Pour moi, c'est quelqu'un dont on reparlera en 2028. Mais 2024, c'était trop tôt. Et c'est pour ça que sa candidature non plus, il termine 2e, mais ça suffit pas. Alors, Trump plie le match et Philippe Carsanti, j'ai évidemment une question à vous poser qui est très simple, c'est pourquoi il écrase autant ce match, selon vous? D'abord, je voudrais préciser que, en tant que représentant donc des Republicans in France, nous, on a un principe de base aujourd'hui, c'est que n'importe quel candidat républicain qui sera opposé au candidat démocrate, nous le soutiendrons, quel qu'il soit, que ce soit Donald Trump, DeSantis ou Nikki Haley. Bon, ça c'est pour la formule diplomatique, mais je suis répondez parce quand même à fait, ma question. Aujourd'hui, vous avez posé une question tout de suite qui était de dire qu'est-ce qui pourrait arrêter Donald Trump? Ce qui pourrait arrêter Donald Trump, ce sont toutes les manœuvres judiciaire, on va y venir. Tout le harcèlement politique, médiatique, tout ce qui est fait autour de lui pour l'empêcher de se présenter. Et l'avantage des Républicains, c'est qu'au cas où Donald Trump il parviendrait à empêcher Donald Trump de se présenter, on a quand même 2 challengers de choix et de qualité qui sont Nikki Haley et on peut retourner la question dans ce cas-là. Est-ce que, imaginons que démocratiquement Donald Trump perde les primaires républicaines, est-ce que ses partisans les plus durs sont prêts à voter pour Nikki Haley, par exemple, ou Ron DeSantis? Absolument. Ah absolument. Oui. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde vraiment l'état de la politique américaine, enfin la société américaine,
on a quand même un échec sur de très nombreux sujets, que ce soit au niveau économique, l'inflation, que ce soit au niveau de la sécurité, l'immigration, la politique Finalement, c'est étrangère. des sujets qui sont très proches des sujets français. Hein. Oui, enfin, sauf que eux, la politique étrangère, vous savez, la politique étrangère des États-Unis est importante pour le monde entier. Ouais. Je ne voudrais pas être vexant pour française. Stéphane Séjourné et Emmanuel Macron, mais la politique étrangère française, c'est un petit peu moins influent. Mais si vous regardez l'Afghanistan, l'Ukraine, Israël, l'Iran, le Yémen, le commerce international, tout ça, toutes ces problématiques qui sont réapparues, on le doit à la présidence de Joe Biden. Et je rappelle qu'à l'époque de Trump, tout ça était calmé. Il y avait les accords d'Abraham, il y avait une politique étrangère qui était extrêmement apaisante et aucune guerre n'a été déclenchée par Donald Trump. Alors, je voudrais quand même essayer de comprendre avec vous. Tous les républicains qui disputent le leadership actuellement à Donald Trump, est-ce que tous ces républicains en ont après Donald Trump pour son bilan, ou c'est une espèce quand même de nuance de gris? Est-ce qu'ils ressemblent, parce que vous savez, nous on les connaît pas, Nikki Haley, Ron DeSantis, on les connaît pas tant que ça. Donc est-ce que ce sont des gens qui sont finalement assez proches de Donald Trump, ou pas du tout, justement parce qu'ils le connaissent bien, ils ne partagent pas du tout sa sensibilité? On parlait de Nikki Haley et de DeSantis. Alors, pour être très clair... On parlera des démocrates après. Ok, pour être très clair, globalement, dans l'électorat républicain, tout le monde est content des résultats qu'a pu obtenir Donald Trump. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas, je dirais, humainement, son attitude, certains comportements sont réprouvés par certains républicains. Mais à la fin du match, on regarde quand même ce qu'il a fait. Et vous savez, je crois qu'il y a 3 jours à Davos, il y a le PDG de JP Morgan, qui est Jamie Dimon, qui a fait devant les journalistes de MSNBC, qui leur dit, attendez, regardez quand même tous les résultats économiques et de politique étrangère de Donald Trump pendant son mandat. Les journalistes avaient la mâchoire qui tombait, et donc c'est ça qui est important. Donc, au niveau politique, moi je ne suis pas du tout inquiet que ce soit Trump ou DeSantis ou Nikki Haley, on aura une politique étrangère et internationale. Je voudrais demander à Noémie Alouia, justement, je voudrais que vous cautionniez ou pas cette analyse de David Karsantik. C'est très intéressant, si vous voulez, parce que effectivement, à la fin, de toute façon, le parti se ralliera aux gagnants de ces primaires, mais malgré tout, il y a des nuances, comme vous dites, des nuances de gris entre les différents candidats, et peut-être qu'ensuite, si jamais Donald Trump finit par gagner cette primaire, eh bien, c'est les autres candidats qui vont se rallier à lui pourront éventuellement faire un petit peu, le faire modifier sa ligne. On sait par exemple que avec Nikki Haley, ils sont d'accord sur la question migratoire, mais Nikki Haley est plus souple, par exemple, sur les questions éthiques, comme par exemple l'avortement. Il y a véritablement des personnalités différentes avec Ron DeSantis. Alors Ron DeSantis, il est parti dans une guerre, une croisade anti-woke. On se souvient de la façon dont il a, notamment dont il est parti en guerre contre l'entreprise Disney. Il y a des personnalités intéressantes, peut-être on les présente en quelques mots, mais Ron DeSantis, donc vous l'avez dit, gouverneur de Floride depuis 2019, diplômé d'Harvard, avocat, juriste au sein de la marine, etc. Nikki Haley. Est-ce que les succès des uns et des autres vont conditionner le choix du vice-président? C'est-à-dire, est-ce que Donald Trump fera son marché et la vice-présidente sera Nikki Haley si elle a le bon score, ou Ron DeSantis s'il a le meilleur score? Alors, c'est évidemment possible. Moi, je crois, en ce qui me concerne, quand j'analyse la démographie américaine et je dirais la topologie politique, il est clair qu'un ticket Donald Trump, Nikki Haley serait extrêmement séduisant, puisqu'il élargirait son spectre, même si, et il faut le reconnaître, du côté républicain, quand vous regardez, moi je suis dans toutes les boucles républicaines, vous voyez, on dit que Nikki Haley n'est pas une vraie républicaine, elle est pour eux un petit peu trop, entre guillemets, cool. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez au niveau de la position de Donald Trump. C'est la plus lisse, en tout cas. Voilà. Oui. Mais au niveau de Donald Trump, pour ce qui concerne les questions sociétales, que ce soit l'avortement, vous savez, c'est plutôt, je dirais, une posture qu'il a eu pour attirer les électeurs conservateurs. Ça veut dire qu'il en croyait pas. Vous y croyez à ce ticket? Non, moi j'y crois pas Trump. du tout. Ah, j'y crois pas du tout. D'abord parce que Trump est quelqu'un de très fier et il en veut à Nikki Haley de l'avoir défié. Après tout, c'est lui qui l'a sorti de la Caroline du Sud pour lui donner une plateforme internationale à l'ONU. Ensuite, elle est beaucoup trop va-t-en-guerre pour lui. Ils ont des désaccords fondamentaux sur la vision du monde. Donald Trump n'est pas du tout un isolationniste. C'est un partisan d'une Amérique forte, mais ce n'est pas un partisan
d'une Amérique gendarme du monde qui va envoyer ses Marines aller mourir à droite à gauche pour défendre d'autres pays que les États-Unis. On reste dans un contexte où c'est l'America First et le programme c'est de rendre l'Amérique meilleure. On est toujours sur le programme MAGA, Make America Great Again, donc rendre l'Amérique aussi forte qu'elle a été par le passé. Donc il a des désaccords fondamentaux avec Nikki Haley et pour moi c'est pas elle qui sera sur le ticket. Par contre, que la seconde personne soit une femme, ça c'est fort possible. D'accord. Personnellement, moi, je verrais Christine Holm, qui est gouverneure du South Dakota, si je me trompe pas, du Dakota du Sud, qui est une femme dont personne n'a entendu parler en France, mais qui est très connue, qui a une très très belle réputation aux États-Unis, et qui pourrait rallier l'électorat féminin, parce que l'une des questions de la campagne, on avance un petit peu par rapport à votre sujet, mais l'avortement sera un sujet majeur. Non pas à cause de la position de Trump, mais à cause de la décision de la Cour suprême d'il y a 2 ans. Et les républicains auront besoin de se réconcilier, ou du moins d'expliquer les choses avec une partie de l'électorat féminin. On va continuer de parler des démocrates et de Joe Biden face à Donald Trump dans un instant. Qui peut encore barrer la route qui mène à la Maison-Blanche à Donald Trump? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure d'analyse, de décryptage de l'actualité. Toujours avec Jean-Marie Bordry. Toujours. Toujours avec Noémie Aliwa. Toujours. Journaliste franco-américain. Gérald Olivier aussi est avec nous. Philippe Carsanti, homme d'affaires qui connaît bien les États-Unis et qui est proche du Grand Old Party. Vous en êtes même, on va dire, le porte-parole ici en France. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur le chemin qui pourrait conduire Donald Trump à la Maison-Blanche en novembre prochain. Et revenons sur la stratégie des démocrates pour atteindre Donald Trump. Il s'agit clairement de dire que Donald Trump est une menace pour la démocratie et en revenant systématiquement sur l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Est-ce que cette stratégie, Gérald Olivier, est une bonne stratégie et peut s'avérer payante? Pour moi, non. Mais elle est révélatrice du fait que Biden ne peut pas se présenter sur son bilan. Quand vous êtes président en exercice et que vous êtes candidat à votre propre réélection, inévitablement, vous êtes jugé sur ce que vous avez fait au cours des 4 années passées. Et si le bilan est positif, vous avez quelque chose à présenter aux électeurs. Si le bilan est mitigé, c'est plus difficile. Si le bilan est négatif, vous allez carrément à la défaite. Et tout au long de l'automne, ce qu'on a observé, c'est que les démocrates se battaient sur le bilan de Biden au nom de ces fameux Bidenomics. Je ne sais pas si en France on a beaucoup entendu parler de ça, mais c'est un des néologismes de l'actualité américaine où on a associé le nom de Biden et de Economics pour faire penser que la politique de Biden était bénéfique aux ménages américains. Et il se trouve que c'est pas vérifié dans les faits, dans les statistiques. L'inflation est toujours assez galopante. Le revenu progresse moins vite que l'inflation. Les prix de l'énergie ont explosé. Les prix d'un certain nombre de denrées, je dirais essentielles, ont également monté de manière assez forte. Et donc les Américains aujourd'hui ont un portefeuille qui est plus plat qu'il y a 4 ans. Et les démocrates ont compris que pour se présenter, ils devaient se battre sur un autre sujet. L'autre sujet, c'est celui qu'ils avaient déjà choisi en 2020, à savoir Trump est une menace contre la démocratie et il va renverser les institutions. Pour moi, c'est pas justifié. Et quand on regarde dans le détail, il y a absolument aucun argument pour le soutenir. Mais il y a quand même des cours de justice qui ont estimé que non, c'est pas. J'ai cru comprendre que Donald Trump était déjà mis en examen à plusieurs reprises. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le 6 janvier. Expliquez-nous justement. Alors là, c'est très compliqué et très simple à la fois. Brièvement, il n'a pas été condamné pour son rôle dans les événements. Ni condamné, ni même mis en accusation. On va rappeler ce qui s'est passé le 6 janvier. Donald Trump est accusé d'avoir encouragé, je dis bien qu'il est accusé d'avoir encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole et y pénétrer par effraction et à empêcher la proclamation des résultats de la présidentielle qui avait perdu. Il est accusé par qui? Il est accusé par les médias. Il est accusé par les médias. Donc procès médiatique, je veux bien, mais ce ne sont pas les médias qui font. Ce sont les médias qui peuvent donner le là, mais ce ne sont pas eux qui décident des chefs d'accusation et des condamnations. Personne n'a accusé Donald Trump d'insurrection. D'accord. Pour l'instant, il y a eu plus de 1000 personnes condamnées pour les événements du 6 janvier. 1000 personnes. Aucune n'a été condamnée, ni même accusée d'insurrection. D'accord. Philippe Carsanti. Alors, je voudrais revenir sur cette chose très importante qui est le 6 janvier, parce que, en fait, c'est une manipulation médiatique de A à Z. Et je suis entièrement d'accord. Et je vais vous le prouver en 30 secondes. Ça a eu lieu quand même. On a vu les images. Ne dites pas que c'est totalement une manipulation médiatique. Non, vous avez vu des images, mais qui ne représentent rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, moi, mon métier à la base, c'est la finance. Dans tout pays où il y a une instabilité politique, la première chose
qui apparaît, c'est la chute des marchés financiers. Les marchés financiers s'effondrent puisqu'il y a une crise de confiance. Le 6 janvier, le Dow Jones montait de 2% et le Nasdaq de 1,8%. Donc, ça veut simplement dire que les financiers, qui savent très bien ce qui se passe, ont vu une bande de clowns. Il faut être une bande de clowns envahir le Capitole. De factieux, des clowns factieux. Non, mais des clowns factieux. Il n'avait aucun risque. Il n'y avait aucun risque pour l'État américain. Et je vous dis simplement une chose. Quand vous voyez, je vous dis, les marchés financiers, c'est véritablement le reflet de la réalité et de l'anticipation des marchés financiers. Les gens se sont dit, c'est une blague qui est en train de se passer. Ça, c'est le premier point. Avouez quand même que la France est le pays des manifestations, des gilets jaunes, des barricades même. On n'a jamais vu, ne serait-ce qu'en 1934, une effraction dans l'Assemblée nationale. C'était quand même spectaculaire ce qui s'est passé le 6 janvier. On ne peut pas dire le contraire. Vous avez entièrement raison, c'était spectaculaire, mais en même temps grotesque. Vous vous souvenez du type avec ses cornes sur la tête? Bien sûr. Je vous dis, vraiment, Sitting Bull. Voilà, je dirais, le baromètre d'une instabilité politique. Regardez ce qui s'est. Par exemple, en France, en 1980, on a compris. Permettez-moi juste, quand en France, en 1980, François Mitterrand a été élu, la bourse a perdu 20% le lendemain matin. Oui. Non, la question, outre le jugement de valeur sur cet événement en tant que tel, le fait est qu'aujourd'hui, il pourrait rendre potentiellement inéligible Donald Trump sur la base du 14e amendement. C'est celui qui est de la Constitution américaine, qui exclut, je le rappelle, de toute responsabilité publique, tout celui qui s'est livré à des actes d'insurrection. Et donc, le 8 février prochain, la Cour suprême va se réunir, elle tranchera sur cette question. Alors, est-ce que vous croyez que la Cour suprême peut dire, alors qu'on sait que certains membres ont été nommés sous la présidence de Donald Trump, est-ce qu'elle peut dire que Donald Trump était impliqué dans ces événements du 6 janvier? Vous n'y croyez pas du tout, vous, Gérald? Non, moi, j'y crois pas du tout, c'est pas possible. Et puis ensuite, dans le discours de Donald Trump ce jour-là, il y a quand même des mots qui restent. Au-delà du droit au premier amendement, où il dit « je vous invite à manifester patriotiquement et pacifiquement ». Donc il n'est pas du tout là pour exciter la foule. Au contraire, il les invite au calme. C'est pas ce qui se passe. Pour en rajouter par rapport aux événements du 6 janvier, on sait aujourd'hui qu'il y avait au sein des manifestants 200 agents du FBI infiltrés. 200 agents du FBI. Le 6 janvier, c'est un piège tendu à Donald Trump, dans lequel il a sauté à pieds joints. Parce que on a voulu que cette manifestation dégénère. C'est pas un assaut contre le Capitole. C'est pas une insurrection. Les démocrates, Nancy Pelosi, donc la maire de Washington DC. Le FBI a déclenché cette insurrection pour vous. Le FBI a participé. Vous avez des vidéos avec de l'audio qui clairement montrent que certaines personnes, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont des agents du FBI, étaient là pour exciter la foule. On leur disait même il faut faire ci, il faut pousser telle barricade, il faut passer par telle porte, il faut aller par tel couloir. Enfin, il y a une mise en scène qui a parfaitement réussi. La prison ne menace pas Donald Trump. Non, absolument pas. Ensuite, pour en revenir sur le 14e amendement, parce que c'est vrai vous avez deux États, le Colorado et le Maine, qui ont déjà retiré le nom de Donald Trump de la primaire républicaine. Ils n'ont pas le droit de faire plus, parce qu'ils contrôlent la primaire de leur État, ils ne contrôlent pas l'élection fédérale de novembre. Mais ils ont déjà retiré son nom de la primaire républicaine à cause du texte du 14e amendement, qui en effet indique dans sa section 3 que si vous avez participé à une insurrection, vous n'êtes plus éligible par la suite. Mais ce 14e amendement, il a été rédigé en 1868, à la suite de la guerre de sécession, pour empêcher que les anciens confédérés qui s'étaient rebellés contre l'Union, et donc Washington, puissent avoir des positions politiques. Rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Donc la Cour suprême, à mon avis, va remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Donc on a compris que selon vous, il n'y a pas grand monde en capacité d'arrêter Donald Trump sur la route de la Maison Blanche. Je voudrais qu'on compare sur la un route peu de la nomination républicaine. Voilà. Alors, attendez, s'il vous plaît. En ce qui concerne les républicains, quand même, est-ce qu'on est sûr que les démocrates, pardon, est-ce qu'on est sûr que Joe Biden va être le candidat démocrate? Pour moi, non. Développez parce que ça nous intéresse. Et il y a deux choses. Il est âgé. Ouais. Il est fatigué. 81 ans, bientôt 82. Voilà, il n'est pas à l'abri d'un accident. Alors 81 ans, il y a des gens à 81 ans qui sont beaucoup plus valides que lui. Oui, bien sûr. Aussi bien physiquement qu'intellectuellement, manifestement, il y a des lacunes, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des faiblesses que tout le monde constate à l'écran aujourd'hui. Les démocrates ne cherchent même plus à le nier, si vous voulez. Donc il y a toujours ce problème. Il n'est pas à l'abri d'un accident. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, et je voudrais pas ramener les choses à mon propre sujet, mais il est fort possible qu'au printemps, vous ayez des audiences en destitution.
C'est-à-dire qu'il y a une enquête au Congrès qui a été ouverte de très longue date par les Républicains pour la destitution, ce qu'on appelle en anglais impeachment, qu'on peut traduire par empêchement, mais qui a pour résultat, si le processus va à son terme, la destitution du président. Le processus n'ira pas à son terme. Par contre, il est fort possible qu'il y ait un procès en destitution devant le Sénat pour des raisons de corruption, d'obstruction de justice et de parjure liées au lien que Joe Biden avait avec les activités de son fils Hunter. Il y a très longtemps que les Républicains enquêtent là-dessus. Ça fera une très mauvaise publicité au candidat Biden. Ouais. Voilà, plus d'ailleurs que les on voit bien que ça va être tendu de Trump. et que ces prochaines élections présidentielles américaines, elles vont se jouer évidemment au moment du vote, mais aussi dans les prétoires de justice. C'est quand même ça que vous nous expliquez. Oui, un petit peu. Ça, c'est pas forcément d'ailleurs quelque chose dont on doit être fier, ou content, ou satisfait. On peut espérer que à l'issue de cette séquence, on passera à autre chose. Mais pour ce qui est de 2024, oui. Brièvement, j'aimerais savoir pour vous, si Joe Biden ne peut pas se présenter, s'il est empêché ou s'il a un accident, qui serait le candidat naturel des démocrates? On a beaucoup parlé de Madame Obama. Oui, Michelle Obama. Michelle Obama. Que je sache, Michelle Obama n'est pas tentée. Alors après, l'ambition vient en mangeant. On ne sait pas, l'appétit vient en mangeant, on ne sait jamais. Votre pronostic? Alors, moi d'abord, pour revenir sur qu'est-ce qui pourrait empêcher Trump d'être candidat et de gagner l'élection, ce sont toutes les choses trappes que mettent sur sa route les démocrates. Et pour revenir sur ce que disait Gérald Olivier, et je reprends son livre parce que le hasard fait que j'ai apporté le livre de Gérald parce que je voulais le citer aujourd'hui. Son livre Cover Up, qui explique toutes les manipulations justement du FBI et de toute l'administration américaine pour empêcher les affaires de corruption de Hunter Biden de sortir et de Joe Biden de sortir. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et donc contrairement à ce qu'on entend dans les médias français, oui, Joe Biden est vraiment un vrai risque d'être mis en danger juridiquement. S'il ne se présente pas. Alors, s'il ne se présente pas, naturellement, Michelle Obama, Kamala Harris, personne n'en veut. Et quand vous écoutez les démocrates, parce qu'on parle un petit peu, on est quand même, on peut avoir certains amis, ils sont tous très embêtés, même d'avoir Joe Biden, parce qu'ils savent que non seulement ce n'est pas lui qui gouverne actuellement, et qu'il est saigné. Parce que la vraie question, quand vous voyez l'état physique et intellectuel de Joe Biden, on sait que ça n'est pas le dirigeant. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent derrière lui, qui manipulent. Et donc, c'est jamais sûr et on n'est pas serein quand on sait qu'un homme exerce le pouvoir sans en avoir en guise les réelles conclusion, Philippe, je voudrais rappeler le dernier sondage en date. Donald Trump est à 47% d'intention de vote, Joe Biden 39%, ça fait 8 points d'écart, c'est beaucoup d'écart, c'est énorme, hein, c'est pas rattrapable, diront certains. En tout cas, à vous écouter, je dois dire que la théorie selon laquelle aujourd'hui les États-Unis sont devenus deux Amériques irréconciliables, eh bien j'ai l'impression que cette théorie, eh bien elle ne s'étiole pas. À vous écouter. Devenus ou redevenus d'ailleurs, c'est déjà arrivé dans le passé. Absolument. Alors je voudrais vous remercier tous les quatre. Noémie Aliwa, bien sûr. On vous retrouve sur factuel.media. Gérald Olivier, Philippe Carsanti, l'ensemble de nos invités et Jean-Marie Bordry. Vous allez pouvoir retrouver l'émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio et prolonger le débat avec la lecture des analyses sur factuel.media. À tout de suite. Bientôt 11h, si on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Absolument toute l'actualité de l'automobile, tous les conseils qu'on peut donner aux conducteurs. Faites attention, il y a du verglas en ce moment. À tout de suite sur Sud Radio.